Dans le monde des fans de séries, les annulations de séries géniales sont considérées comme particulièrement monstrueuses. À Paris, le Binge Doctor analyse ces séries pour le compte d'une unité d'élite, appelée Unité spéciale des séries annulées. Voici ces histoires. Bonjour, je suis le Binge Doctor. Une série sans héros, c'est Game of Thrones sans scène de cul inutile. C'est un scénario clair dans Dark, c'est dire pain au chocolat au lieu de chocolatine. Bref, une série sans héros, c'est de la merde. Pourtant, il existe une série qui a déconstruit la figure du héros, et cette série, c'est Angel. Angel est une série fantastique américaine en 5 saisons et 110 épisodes de 42 minutes. Elle est un spin-off de Buffy contre les vampires, donc une série dérivée qui commence après sa saison 3. Elle a été créée par Joss Whedon et David Greenwald, et elle a été diffusée sur le réseau de WB entre 1999 et 2004. C'est l'histoire d'un homme devenu vampire sanguinaire il y a des siècles. Un jour, sa conscience le rattrape. Il suit le chemin de la rédemption et devient un justicier. Il lutte contre la dépression, ses pulsions sanguinaires, et rêve d'être à nouveau humain. Excuse-moi, je vais prendre le bon pitch. Voilà, bon, reprenons. C'est l'histoire d'un homme devenu vampire sanguinaire il y a des siècles. Un jour, sa conscience le rattrape. Il suit le chemin de la rédemption et devient un justicier. Il lutte contre la dépression, ses pulsions sanguinaires, et rêve d'être à nouveau humain. What? Eh ben ça commence bien. Bon, je reviendrai sur Fall of Night un peu plus loin. Reprenons. Confronté entre autres à Wolfram and Hart, un cabinet d'avocats dirigé par des démons, Angel est aidé par des alliés. Cordelia, l'ancienne peste en chef du lycée de Buffy, et Doyle, un demi-démon. Arriveront plus tard Wesley, Girl, Lorne, Fred, Spike, Illyria. La force de Buffy contre les vampires, c'était de parler par métaphore fantastique de la vie réelle, comme le loup-garou, symbole de la sexualité adolescente, ou la bière trafiquée qui te transforme en bête sauvage. Angel, lui, s'intéresse à déconstruire la figure du héros, et ça se voit bien dans le parcours des personnages. Angel est découragé par une humanité qui pue la merde. En fait, Angel, c'est le George Abitbol américain. Ah, monde de merde. Ça commence avec la policière Kate Lockley. Leur lien sera toujours aussi froid que le regard de Robert Pattinson dans Twilight. Le rapport d'Angel avec la police est assez compliqué, surtout dans le 14e épisode de la saison 2 où il affronte des flics corrompus zombies. Détail amusant, cet épisode a été écrit par Sean Bryan, qui a créé l'année suivante The S.H.I.E.L.D. Voilà, maintenant vous savez que c'est grâce à Angel qu'on a The S.H.I.E.L.D. Jaira aurait pu être l'alter ego féminin d'Angel, mais leur personnalité et leurs valeurs sont trop différentes pour qu'ils puissent se rapprocher. Quand Anne vient l'aider, Angel ne fait que la manipuler. Pourquoi ce lien pourri à autrui? Parce que Angel est hanté par 3 choses. La haine de son passé, la haine de l'humanité et la haine du karaoké. Away, oh Avant d'être Angel, Liam détestait ses semblables. Tu m'étonnes qu'il ait viré gros sadique ensuite. Quand Angel a retrouvé son âme, comme c'est expliqué dans Buffy contre les vampires, eh bien sa haine des humains est restée. Angel ne s'est pas donné la chance de vivre parmi les humains, à l'inverse de Barnabas, le fascinant vampire de Dark Shadow, sans doute l'une des plus grandes influences d'Angel. Barnabas est en équilibre instable entre nature démoniaque et rédemption. Quand Angel a la possibilité de vivre parmi les humains, il est trahi par une foule paranoïaque. Tout au long de la série, Angel doit composer avec une humanité méprisable, mais il doit aussi composer avec sa propre haine de lui. Dans Angel, le héros sombre dans des gouffres moraux. Ce n'est pas anodin que Angel date de la même année que Les Sopranos, autre série dont le héros est prisonnier de valeurs qui se contredisent entre elles. Ajoutons la menace cachée d'un retour d'Angelus, et on comprend que chaque membre du gang d'Angel doit être prêt à le tuer si besoin. Oh, I'll kill you dead. Thanks. I know you're not planning to kill me, Wesley, but you're willing to. And that's good. You'll prove I can trust you when the day comes that you have to kill me. Ouais, ok, on a compris. Angel est sans cesse renvoyé à son passé d'assassin. Que ce soit avec l'apparition d'un copycat, le comeback de Darla et de Drusilla qui l'entraîne dans une spirale de violence, le retour de Holtz dont il a tué la femme et les enfants, celui de Sam Lawson en saison 5, seul Connor, son fils, offre une possibilité, bien maigre, d'une rédemption. Alors comment résoudre ces haines? Eh bien selon Joss Whedon, il y a 3 étapes à suivre, et la 3e est sans doute la plus importante. Les 2 premières étapes sont le sacrifice et l'esprit d'équipe. Pour les sacrifices, on touche à peu près au running gag, puisque dans chaque épisode d'Angel, il y a un personnage qui doit au moins faire un sacrifice. Les 2 plus grands sacrifices d'Angel sont certainement celui à l'amour dans I Will Remember You et la possibilité de vivre une vie avec son fils. Deuxième point, le travail d'équipe. C'était déjà un point clé dans Buffy contre les vampires. La lutte contre le mal est un travail d'équipe. Je sais pas si vous réalisez, mais le pilote d'Angel est ultra audacieux. Généralement dans une série, le pilote se finit toujours par le succès du héros, pour dire, voilà, il a des qualités, des forces, il a du succès, c'est pour ça qu'on a envie de le suivre. Mais le pilote d'Angel se solde par un échec. Angel n'arrive pas à sauver sa cliente du vampire Russell. Alors certes, il l'exécutera à la fin, mais pour sa première affaire, Angel a échoué dans sa mission. Paria dans un monde auquel il n'appartient pas, Angel est et a choisi d'être seul.
C'est seulement en acceptant l'aide de Doyle puis de Cordelia qu'il pourra enfin avoir ses premiers succès. La première saison marche vraiment bien. Au fil d'enquêtes indépendantes, on voit que Angel apprend à travailler en équipe. Et c'est même confirmé dans le final de la saison 1. Parce que dans le final, Doyle est mort, Cordelia et Wesley sont HS, Kate est lointaine, Angel est donc tout seul avec son fardeau. C'est là qu'Angel comprend que sa rédemption passe par l'ouverture à l'autre. Pour le troisième point, on va voir ça un peu plus loin. Ce parcours vers la sagesse est douloureux. Angel s'épuise à se battre avec des règles morales dont les serviteurs du mal ne s'encombrent pas. Alors grande est la tentation de rejoindre les ténèbres pour envoyer balader les règles. Et cette tentation, c'est le sujet de la saison 2. Dans la deuxième saison, le retour de Darla et Drusilla fait totalement dérailler Angel. Dans une scène époustouflante, Angel laisse Darla et Drusilla tuer une grosse partie de Wolfram and Hart sans intervenir. Il perd donc son humanité. La saison 3 aborde davantage le lien au passé. D'abord avec le retour de Darla enceinte de Connor. Si vous vous souvenez, en saison 2, Angel a voulu renoncer à sa mission et redevenir le terrible Angelus. C'est ce qu'il a essayé de faire en couchant avec une Darla qui ne demandait que ça. Ça n'a pas marché, mais Angel doit quand même payer le prix pour avoir voulu abandonner sa mission. Darla se rend compte que son bébé va finir par la tuer, et se sacrifie pour libérer le bébé hors de son ventre, dans une scène aux accents chrétiens très prononcés. Entre en scène Holtz, qui tient le rôle du méchant. Mais Whedon et Greenwald minent tout de suite cette certitude. Holtz n'est-il pas dans son droit de tuer Angel, qui a tué sa femme et ses enfants? Alors vous allez me dire, oui mais Angel a changé. Et ça, Holtz, après l'avoir nié, le comprend tout à fait. À la fin du 9e épisode de la saison 3, il a l'occasion unique de tuer Angel, mais se ravise en le voyant avec son bébé. C'est là qu'Holtz va faire ce que font les meilleurs méchants, c'est-à-dire s'adapter et changer de plan. Il va donc projeter d'enlever Connor à Angel. Il va réussir grâce à la trahison de Wesley dans le 16e épisode de la saison 3. Cela entraîne une seconde chute morale d'Angel, qui refuse de pardonner à Wesley, tentant même de le tuer. Finalement, le passé d'Angel triomphe de lui. Holtz parvient à manipuler Connor pour qu'il emprisonne Angel à jamais dans l'océan. La saison 4, c'est un peu la saison Oni d'Angel, et à juste titre. Mais il faut dire qu'elle a eu pas mal de problèmes. Déjà, ça a commencé par Charisma Carpenter qui a débarqué en disant « Salut les gars, je suis enceinte. Ouais, j'aurais dû vous le dire avant, mais j'ai préféré attendre la dernière minute. » Du coup, alors que les premiers épisodes ont été tournés, il faut réécrire en urgence tout le reste de la saison presto presto. Ensuite, Joss Whedon quitte la série en disant « Désolé les gars, j'ai ma super série Firefly à lancer, donc je vous laisse le bébé. Salut !» Puis David Simpkins, le nouveau showrunner, se fait virer au bout de 2 mois. Et c'est Jeffrey Bell, producteur que depuis 1 an, donc un bleu, qui est élu showrunner. Du coup, cette saison, à base d'Indiana Jones du pauvre, de Survival Horror à 2 balles et Dark Narrative Flash en cours de route, bah c'est juste pas possible. La 5e saison remonte pas mal le niveau, notamment grâce au côté un peu buddy movie, voire sitcom, de la relation entre Angel et Spike. Mais surtout, elle expose ce fameux 3e point dont je vous ai parlé et qui est très cher à Whedon, le désintéressement. Angel et son équipe doivent d'abord accepter de ne pas pouvoir sauver tout le monde. Et là, j'ai en tête 2 noms, Lila et Lindsay, qui sont 2 excellents méchants, dans la zone grise, qui se baladent un petit peu entre l'obscurité et la lumière, et qui finalement n'obtiendront jamais leur rédemption. Lila, à cause de son contrat indestructible avec Wolfram and Hart, Lindsay, car trop versatile. Le seul truc que Angel ne sacrifie pas, c'est son statut de héros, parce que sans ce statut, il n'a plus de raison d'être. Il sait qu'il est un héros, ce qui le rend orgueilleux, pourtant il se hait. Du coup, Angel se sent à la fois supérieur et inférieur. Ça me rappelle quelqu'un, ça. You do have a superiority complex, and you've got an inferiority complex about it. Eh ben, ça m'étonne pas qu'ils se soient trouvés, les loulous. C'est pour ça qu'après sa défaite contre Spike, Angel déprime un temps parce qu'il a peur que Spike lui vole son destin de héros. Et accessoirement, sa nana. C'est logique, Spike est plus méritant qu'Angel, car Spike s'est battu pour retrouver son âme, contrairement à Angel. De plus, Angel reste trop attaché à son objectif, qui est la prophétie Shansu, qui le rendra humain. Angel comprend au fur et à mesure des 5 saisons qu'il doit faire le bien pour le bien, et pas à cause d'une récompense lointaine. Et ça c'est parfaitement illustré dans le final de la série. Pour duper Wolfram and Hart, Angel accepte de renoncer à jamais à la prophétie. Il renonce à être un jour humain, et dans le même temps à son amour pour Buffy. Mieux encore, cette déconstruction de la figure héroïque se retrouve dans tous les personnages. Prenons d'abord Cordelia. Comme beaucoup de gens, elle veut bien être une héroïne du moment qu'elle peut continuer de mater Netflix 6 heures par jour. Pour que Cordelia devienne une héroïne au sens whedonien, elle doit faire le deuil de sa vie passée. Et ce n'est pas anodin que Cordelia suive le parcours classique des 5 étapes du deuil. Alors l'ordre des étapes dépend des personnes, mais dans le cas de Cordelia, l'ordre est déni, colère, chagrin, marchandage, acceptation. D'abord, elle refuse d'être héroïne. Puis la colère quand elle hérite du don de voyance de Doyle. Elle est donc forcée de consacrer la majeure partie de son temps à Angel. Et croyez-moi, passer 8 heures par jour avec un mec qui boit du sang de porc en écoutant du Barry Manilow, c'est pas le CDI de rêve. C'est là que Cordelia commence à signer quelques actes de bravoure, quand elle tient tête à Angelus. Mais Cordelia n'est l'alliée d'Angel que parce que c'est son gagne-pain. Sinon l'héroïne, elle s'en fout trop fou, comme de la saison 8 de Dexter.
Tout change dans le final de la saison 1, où elle est frappée par le maléfice du démon Voka. Elle ressent littéralement toute la peine du monde. Puis, le marchandage. Cordelia veut bien être une héroïne du moment qu'elle peut aussi être une actrice célèbre. Don't you think that's too much? Quand Cordelia est réduite à tourner en bikini dans une pub débile, puis à un règne compliqué en tant que prince d'un monde parallèle, elle renonce à ce rêve. Il ne reste plus à Cordelia que de savoir faire confiance à ses amis. Dans le deuxième épisode de la saison 3, elle ne dit pas à ses amis que ses visions la tuent à petit feu, par peur de devenir inutile. Elle réalise alors que le gang l'aimera toujours, quoi qu'il se passe. Quand Cordelia monte au ciel et devient une déesse, son parcours est achevé. Un parcours génial. Mais il y a quand même un problème. Cordelia n'est vue que en tant qu'héroïne, et jamais en tant qu'être humain. C'est pour cela qu'à la fin de la saison 3, ce qui correspond à la fin de son parcours héroïque, eh bien Joss Whedon, il savait plus trop quoi foutre du personnage. Et on l'a bien vu dans les 2 dernières saisons, qu'il n'avait plus rien à dire sur Cordelia. Cordelia demeure malgré tout un des plus fascinants personnages du Buffyverse. Ah, Wesley, le héros plus noir que mes boutons d'acné. Wesley, c'est le héros dépassé par sa propre mission. Il souffre d'un complexe d'infériorité qu'il compense en étant toujours dans l'excès. Sa plus grande peur est en effet de redevenir le petit observateur minable qu'il était avant. You're still the same loser. None of the other kids wanted to sit with that lunch. Pour cette raison, il prend des décisions plus dures qu'un acteur de porno. You're the guy that makes all the hard decisions. Mais en faisant ça, il alimente sa haine de soi. C'est par excès de zèle qu'il déclenche la grande crise de la saison 3. Tout ça parce qu'il a trop écouté un burger géant qui parle. Ouais, ça sonnait mieux dans ma tête. C'est à ce moment que Wesley va franchir plusieurs lignes éthiques, comme enfermer une nana dans son placard, torturer une pauvre droguée, et faire des tirs de sommation version Expendables. L'autre problème de Wesley, c'est qu'il ne sait pas gérer ses drames amoureux. Virginia d'abord, mais surtout Fred, qui lui préfère Gunn, puis Knox. Fred, t'as vraiment des goûts de merde. Pourquoi t'as mis Wesley dans ta friendzone, hein? C'était un gentil petit nice guy. Tais-toi quand tu parles, Clément, tais-toi quand tu parles... Sa relation avec Layla, dans le camp du mal, ne fait qu'accentuer cette frustration, jusqu'à ordonner à Layla de garder l'apparence de Fred pendant le sexe. Dans les derniers épisodes de la saison 5, Wesley est détruit par son échec et sombre dans une dépression dont il n'émergera plus. Gunn a aussi un complexe d'infériorité, mais un complexe social. Chef de gang de rue, il aspire à s'élever socialement et intellectuellement. Ce n'est pas anodin qu'il est le plus enthousiaste quand il vole le ballet Giselle à l'opéra. Gunn veut être autre chose que le muscle de la bande. La mission qu'il mène avec Gwen Raiden lui permet ainsi de se prouver qu'il a les muscles, la cervelle et le pénis d'un mâle dominant. C'est malheureusement cette envie de s'élever qui va être sa faiblesse. Quand Gunn signe un pacte diabolique pour devenir un brillant avocat, profession socialement élevée, il va déclencher une suite d'événements qui mèneront à la tragédie. Sa culpabilité ira jusqu'à l'autopunition. Fred suit le parcours inverse. D'abord, c'est une intello fofolle toute fragile. That escalated quickly. Après la disparition d'Angel en fin de saison 3, donc du principal pourvoyeur de tatane en tout genre, Fred apprend le noble art de la baston. Ça, c'est pour la partie physique. Pour la partie psychologique, il faut se rappeler que Fred est tout au début emprisonné dans 3 carcans. Son amour non réciproque pour Angel, la dépendance à sa famille, et son traumatisme lié à son emprisonnement dans Pilea. Fred commencera donc par renoncer à Angel, puis à ses parents pour sa vraie famille, celle des amis. Puis Fred guérira de Pilea en 2 temps, d'abord par les larmes, puis par la colère quand elle voudra tuer l'homme à l'origine de son malheur. Après cette triple libération, Fred devient une femme libre dans sa tête. Et une vraie badass. Je me lasse jamais de ce passage. On peut le refaire encore une fois? Encore une! Quoi, vous en avez marre? Tant pis, c'est moi qui décide. Je passe vite sur Lorne, c'est l'artiste du groupe. Ce n'est donc pas un homme d'action au sens « je t'arrache la langue par le cul ». C'est dommage, Lorne qui fait des mawashi guéris, ça aurait été cool. Je ne dis pas grand chose de Connor, aussi expressif que Rose McGowan après son 17e lifting. C'est un cas assez irritant de ce qu'on appelle le syndrome du cousin Oliver. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Et puis Angel. Vous savez pourquoi il me fascine, Angel? Qu'est-ce qu'il en prend dans la gueule, ce mec? Une filiation est claire entre Angel et Batman, soit le super-héros le plus pété côté d'architude. Déjà, Angel et la pitié, ça fait 12. What happened to Mercy? You just saw the last of it. Le surnom d'Angel, le Dark Avenger, fait évidemment penser au Dark Knight. Quickly, to the Angel Mobile. Away! Dans Les Miroirs Obscurs, un excellent bouquin sur les séries, Antoine de Froberville fait un parallèle entre Angel et Prophet, une autre série de David Greenwald. Prophet est une série qui a sauté de l'antenne au bout de 4 épisodes parce que son héros était trop sombre pour le public. Vous ne me croyez pas? Menteur! Envoie l'extrait du pilote! Hi, Mom.
est comme une première version d'Angelus, dans son machiavélisme, sa philosophie du mal. Comme les héros d'Angel, Prophet est un solitaire, à la marge, au passé plus lourd que le jeu de Kristen Stewart dans Twilight. Comme Connor, le fils d'Angel, Prophet est devenu violent, presque psychopathe, après une jeunesse où il a dû batailler pour sa survie, tout en cherchant une figure paternelle. Étrangement, le père spirituel de Connor et de Prophet sont incarnés par le même acteur, Keith Sarabashka. Mais la filiation la plus évidente, c'est la série dont j'ai parlé en début de vidéo, Forever Knight. Dans cette série de 1992, 7 ans avant Angel, Nick Knight a le même but qu'Angel, expier son passé criminel, redevenir humain et déprimer au son de la pop 80s. L'objectif personnel d'Angel, c'est d'accomplir la prophétie Shansu qui le fera redevenir humain. Il y a d'ailleurs en saison 2 de Forever Knight un vampire qui s'appelle, eh ouais, Angel. C'est dans le rapport plus sombre à l'humanité que Angel va se démarquer de Forever Knight. Dans Buffy contre les vampires, les sacrifices mènent au happy end. Mais dans Angel... dans Angel, Whedon va vraiment révéler ses véritables pensées qu'il avait un peu édulcorées dans Buffy. À la fin de l'épisode 20, Angel et Gunn liquident un conflit entre un gang de jeunes et un gang de vampires, mais remarquent déjà que cette guerre de rue n'a aucune chance de finir, avec une lucidité que n'aurait pas renié The Wire. Cette lutte sans fin est au centre du 15e épisode de la saison 2. C'est certainement l'épisode le plus important d'Angel, le centre de gravité de toute la série. Angel apprend que le mal ne se bat pas contre le bien. Le mal est, et c'est tout. Si le monde tourne, ce n'est pas en dépit du mal, c'est parce que sans le mal, il ne tournerait pas. D'où la conclusion très à la 4e dimension que l'enfer, en fait, ce sont les humains eux-mêmes. C'est là qu'Angel comprend que sa lutte héroïque n'aura jamais de fin, qu'il y aura toujours un combat à livrer, comme l'exprime l'ultime image de la série. Alors pourquoi lutter? Pourquoi vivre? Nothing we do matters. And all that matters is what we do. En une seule phrase, dans le 16e épisode de la saison 2, Joss Whedon exprime toute sa philosophie. Whedon est un existentialiste athée. Pour lui, l'amour, la relation aux autres, c'est la seule chose qui importe dans ce monde. Tout le reste nous sera enlevé à notre mort. La lutte, voilà tout ce qui compte, même si c'est une lutte sans fin. Et pour lutter, il faut savoir se retrouver. Remarquez comment dans le final de la série, chaque personnage revient aux sources avant de faire l'ultime combat. Lorne, musicien, retrouve son public. Spike défend sa poésie. Angel et Connor parlent comme père et fils pour la première fois. Gunn défend les humains de la rue. Wesley et Illyria, qui ont tout perdu, se réchauffent l'un l'autre. Alors la lutte peut reprendre. Et ça, les héros d'Angel le savent. Ils ont tous signé pour se battre, dussent-ils en perdre la vie. Ce n'est pas un hasard que La nausée de Sartre soit un des livres de chevet de Joss Whedon. Dans la dernière page de La nausée, Jean-Paul Sartre fusionne avec son personnage d'Antoine Roquentin, de la même manière que Joss Whedon fusionne avec le personnage d'Angel. Un livre, ça ne m'empêcherait pas d'exister ni de sentir que j'existe. Mais il viendrait bien un moment où le livre serait écrit, serait derrière moi, et je pense qu'un peu de clarté tomberait sur mon passé. Peut-être que je sentirais mon cœur battre plus vite et que je me dirais « c'est ce jour-là, à cette heure-là que tout a commencé ». Et j'arriverai au passé, rien qu'au passé, à m'accepter. Pour Joss Whedon, son livre consolateur, ce sont ses œuvres qu'il crée. Pour Angel, ce sont les actes qu'il fait sans promesse de récompense. En fait, Angel, c'est nous.